Donc je travaille aux urgences pédiatriques de l'hôpital Nord et en pédiatrie à l'hôpital Nord. J'ai été expert au niveau de la commission spécialisée maladies infectieuses, maladies émergentes du Haut Conseil de la santé publique et j'ai quitté cette commission-là depuis début novembre parce que je vais aller à l'ARS PACA et qu'il était difficile pour le Haut Conseil d'avoir les deux casquettes. Voilà. Donc il m'a été donc demandé de faire quelque chose sur le streptocoque A donc vous avez ici le panorama global des infections à streptocoque A avec à la fois des infections superficielles, des maladies, je dirais, de nature inflammatoire, post-streptococcique, et puis on le verra, des maladies invasives. Et au premier chef, vous voyez qui est marqué la pharyngite. Alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur la pharyngite à strepto A? On peut essayer de dire au moins quelque chose. La première justification, c'est pourquoi prescrit-on des antibiotiques dans le cas d'une pharyngite à strepto A, essentiellement pour réduire le risque de rhumatisme articulaire aigu et de complications locales, et ça a été démontré que ça avait une efficacité. Vous voyez que l'amoxicilline qui est proposée n'a pas beaucoup d'efficacité sur les symptômes, en termes de durée de symptômes et d'efficacité en soi, ça ne change pas grand-chose, mais ça réduit le risque de ces infections, ces complications locales ou générales, et ça aurait probablement, mais on n'en est pas sûr, un effet également sur le risque de choc à strepto A, de fascie nécrosante, d'infection invasive et aussi sur le risque de transmission de personne à personne, pouvant donc avoir un impact plus populationnel. Les techniques de diagnostic de l'infection à streptocoque A, la technique de référence c'est la culture, mais elle va prendre 48 heures, donc on a développé des tests rapides d'orientation diagnostique, que vous connaissez bien. Dans le cadre des angines, ils ont une bonne spécificité qui est proche de techniques plus complexes comme les PCR, mais la sensibilité est un peu réduite. Et dans le cadre des infections non invasives ou des infections invasives à strepto A qui ne sont pas des angines, eh bien la sensibilité est un petit peu meilleure. Donc ça veut dire aussi qu'on peut utiliser ces tests si on n'a pas de PCR, par exemple lorsqu'on fait une ponction pleurale et qu'on se pose la question de savoir si c'est un strepto A dans le liquide pleural. Même si maintenant, ici en particulier, il y a bien d'autres techniques beaucoup plus fiables. Donc la question des tests génomiques se pose, rapide, peu accessible en routine à tout le monde, certains coûts, avec là vous voyez de très bonnes sensibilités et spécificités dans les angines, mais la difficulté c'est que ça ne différencie pas nécessairement le cas, enfin ça ne donne pas forcément un lien pathologique entre la présence PCR positive et les signes cliniques, puisque en cas de portage, la PCR va être aussi positive, et ces PCR n'ont pas été évalués dans les infections invasives à strepto A. La stratégie de la pharyngite à strepto A est variable d'un pays à l'autre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Aux États-Unis, par exemple, on ne fait pas de test d'orientation, de test rapide si on a moins de 3 ans. Et si l'enfant a plus de 3 ans et l'adulte, on fait dans ce cas un test rapide. S'il n'y a pas de signes viraux, ou si le score de Makisa que vous connaissez et qui est remarqué au-dessus est supérieur ou égal à 2. Si ce test rapide est positif, on donne des antibiotiques. Si ce test rapide est négatif pour les adultes, on ne donne rien. Mais ce qui est recommandé chez les enfants, c'est de faire une culture et de donner des antibiotiques que si la culture est positive. Donc vous voyez la complexité de la chose, 2 consultations, enfin manifestement, ce n'est pas possible de faire ça en pratique. Dans d'autres pays, notamment du nord de l'Europe, Belgique et Pays-Bas, là, le débat est clos, dans la mesure où l'incidence du rhumatisme articulaire aigu est très faible. Il est recommandé de ne pas faire de test et de ne pas donner d'antibiotiques, quel que soit l'âge. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de test de diagnostic rapide, mais un score particulier qui est le score Fever Pain, que vous voyez là, avec les différents points qui sont proposés. Et en fonction de ce score, va être proposé soit pas de traitement antibiotique, soit un traitement antibiotique d'emblée, soit un traitement antibiotique retardé si la symptomatologie persiste. Et puis la recommandation française, c'est que chez les moins de 3 ans, pas de test rapide, pas d'antibiotiques. Chez les 3-15 ans, un test rapide et des antibiotiques si ce test est positif. Et pour les plus de 15 ans et les adultes, un peu sur le modèle du score de Makisak américain, donc un score et un antibiotique si le score est élevé. Donc vous voyez qu'il y a des disparités de prise en charge en fonction finalement de ce que l'on veut proposer, ce que l'on veut réduire. Et donc la question qu'on peut se poser d'ailleurs, en particulier dans un CHU comme ici, où finalement on a des PCR assez facilement, notamment dans les services d'urgence, c'est est-ce qu'il y aurait un intérêt d'avoir une lampe PCR dans un point of care, dans cette indication-là. Je n'en suis pas persuadé, mais c'est une question qui peut se poser.
Deuxième type d'infection plus superficielle, pour juste vous mettre de petites vignettes cliniques, la scarlatine, qui est vraiment une pathologie pédiatrique, qu'on voit probablement beaucoup moins chez l'adulte, avec l'éruption dite en coup de soleil sur chair de poule, prédominant au pli, qui ressemble un peu à une brûlure initialement, et l'atteinte buccale, notamment la glossite, ici la phase primaire, la glossite inflammatoire, avec une langue dite framboisée. Moi je trouve qu'elle ressemble plutôt à une fraise qu'à une framboise, mais c'est une question de point de vue, et puis ensuite cette langue rouge va se couvrir d'un enduit blanchâtre, et ça c'est un bon signe d'indication, parce que dans la scarlatine, il n'y a pas toujours des douleurs pharyngées, une angine vraie. Au contraire, même souvent le pharynx est un peu rouge, il n'y a pas beaucoup de symptômes, et l'enfant en scarlatine, lorsqu'on fait un TROD, il va être positif. Et puis l'impétigo classique, ici j'aime bien cette photo parce que c'était un petit nourrisson qui ressemblait à un clown avec son nez rouge et qui avait un streptoa sur le bout du nez. Quelque chose qui est, j'allais dire, presque une maladie du passé, le rhumatisme articulaire aigu. Alors j'en ai dit un petit mot pour rappeler que ça n'a pas beaucoup changé, on est toujours au critère de Jones, modifié certes, mais enfin il commence à dater un petit peu, vous les voyez là. Et on considère donc que le score va être intéressant pour le diagnostic lorsque l'on est dans des pays où le risque est modéré à haut, c'est-à-dire dans le pays où l'incidence du rhumatisme articulaire est supérieure à 2 pour 100 000 enfants d'âge scolaire, où la prévalence de la maladie rhumatismale est supérieure à 1 pour 1000. Et dans ce cadre-là, si on a une infection à streptoa récente et que l'on a un score de critères de Jones positif, c'est-à-dire 2 critères majeurs ou 1 critère majeur et 2 critères mineurs, à ce moment-là, le diagnostic peut être proposé. En fait, ce score, il a surtout une valeur prédictive négative élevée, c'est-à-dire que lorsque c'est bas, eh bien, finalement, on peut exclure le diagnostic très probablement. Ce rhumatisme articulaire aigu, en termes de physiopathologie, on sait à peu près comment ça se passe. Il y a probablement une susceptibilité génétique. Et comme il y a des épitopes antigéniques qui sont communs entre la protéine M et des protéines du cœur, la myosine, la laminine, la vimentine, qui sont donc présents au niveau cardiaque et au niveau des valves cardiaques, eh bien, lorsque l'on a une infection à streptoa, il va y avoir une production d'auto-anticorps qui vont potentiellement pouvoir interagir avec ces antigènes de notre cœur et de nos valves cardiaques pour entraîner une infiltration lymphocytaire, une activation lymphocytaire, une réponse de type Th1 inflammatoire, et donc toutes les lésions secondaires d'inflammation, de néovascularisation et de fibrose qui font le pronostic lorsque l'on a une cardite de cette pathologie. Le rhumatisme articulaire aigu en termes cliniques, je vous ai mis une petite diapo pour se rappeler, pour même se le rappeler à nous-mêmes. Les arthrites sont présentes dans 60 à 80% des cas, elles sont migratrices et elles touchent plutôt les grosses articulations. La cardite, c'est 50 à 80% des cas. Le plus souvent, elle touche l'ensemble des feuillets cardiaques et il y a une possibilité donc d'atteinte valvulaire, essentiellement mitrale. Il peut y avoir des nodules cutanés, c'est dans le score de Jones. L'érythème marginé, si plus personne ne sait ce que c'est, je vous ai mis une photo là pour voir à quoi ça correspond à peu près. Et il peut y avoir une chorée. Le diagnostic, puisque l'infection est ancienne, il va être un diagnostic encore sérologique, avec tous les bémols qu'on peut y mettre, puisque quand vous avez fait une infection à streptoa, vous allez avoir une sérologie positive, et que le titre d'ASLO ou d'anticorps anti-streptodornase varie en fonction de l'âge, et vous avez ici les normes. Le traitement, c'est avant tout le traitement de l'infection à streptoa elle-même, avec les pénicillines, et un traitement anti-inflammatoire concernant le traitement des arthrites, avec la possibilité qu'il puisse y avoir des récurrences régulières de poussées de rhumatisme articulaire, justifiant donc une antibioprophylaxie qui est quand même difficile à faire, puisque vous voyez les délais qui sont proposés. Quand on a une cardite avec séquelles, c'est 10 ans après le dernier épisode, ou jusqu'à 40 ans, qu'il faut se taper soit une injection d'extensiline dans les fesses, si vous en avez déjà eu une, vous savez que c'est extrêmement douloureux, soit un traitement oral pendant toutes ces années, et donc c'est extrêmement compliqué à faire. Ok ? Autre maladie post-streptococcique intéressante qu'on voit un peu plus souvent en pédiatrie, qui est la glomérulonéphrite post-streptococcique.
Donc je rappelle, il y a une infection streptococcique, il va y avoir une atteinte rénale qui va s'exprimer par une protéinurie, une hématurie, et sur le plan biologique par une baisse du C3, vous le voyez, et souvent sur un plan clinique par une hypertension plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte, et qui peut évoluer vers une encéphalopathie hypertensive complète, et parfois aussi vers une insuffisance rénale qui peut justifier une dialyse. C'est lié au fait que, là encore, il y a des parentés antigéniques entre certains antigènes du streptoa et certains antigènes de nos glomérules. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va y avoir une production de complexes immuns, et c'est ces complexes immuns circulants qui vont se déposer dans les glomérules et donner la glomérulonéphrite aiguë, qu'il va falloir traiter à la fois, là encore, avec un traitement de l'infection elle-même si elle est concomitante, et avec un traitement symptomatique de l'atteinte rénale, avec une restriction hydrosodée, des médicaments antihypertenseurs, et globalement avec un pronostic chez l'enfant qui est meilleur que celui qui est chez l'adulte. Les infections invasives maintenant, donc on considère en général qu'on a une infection invasive lorsque l'on a un streptoa qui est découvert dans un site habituellement stérile, essentiellement le sang, le LCR, le liquide pleural, et il y a un certain nombre de pathologies que vous voyez décrites là, les bactériémies isolées, les infections profondes des tissus mous qui peuvent évoluer vers la fasciite nécrosante et s'associer à des bactériémies. La fièvre puerpérale, bien classique de l'infection à streptoa, là aussi une entité plutôt ancienne, mais qu'on peut voir encore de temps en temps en obstétrique. Et puis les problématiques de choc streptococcique. Ce choc streptococcique, il va se définir, comme vous le voyez là, par à la fois une hypotension et puis un certain nombre de signes qui témoignent d'une atteinte multiviscérale, que ce soit une défaillance rénale, une coagulopathie, une atteinte hépatique ou une atteinte respiratoire. Et j'insisterai aussi sur le rash érythémateux et la nécrose des tissus mous, parce que c'est quelque chose qu'on voit parfois en pédiatrie. Un enfant pour lequel on suspecte une infection à streptoa et qui a un rash scarlatiniforme, mais en même temps qui est un peu juste sur le plan hémodynamique, c'est vraiment un gros warning pour nous, parce que c'est quelque chose qui dit attention, cet enfant est peut-être en train d'évoluer vers un choc, et en pédiatrie, le choc est souvent très tardif. Dans le cadre des infections, l'enfant va compenser très longtemps par de la tachycardie, par une vasoconstriction périphérique, et donc on va avoir des troubles de l'hémodynamique périphérique, une tachycardie importante, et lorsque l'enfant est hypotendu, en général, c'est que la situation est vraiment très très grave. Et pour illustrer ça, je vous présenterai le cas de cette petite fille que j'avais vue il y a même une quinzaine d'années à l'hôpital Nord, une petite fille qui a 3 ans, qui a une varicelle, qui est traitée par son médecin avec à la fois du paracétamol et localement l'application d'un topique en poudre antiseptique. Depuis, il est reconnu que ce genre d'application est plutôt délétère, parce qu'il va occlure les lésions de la varicelle et favoriser des surinfections bactériennes. Cet enfant présente dans les jours qui suivent sa varicelle un œdème de la joue gauche, qui est consulté par un médecin, puis ensuite qui est régulé par un médecin du SAMU, et ce qui est proposé, c'est qu'elle fasse une allergie aux médicaments que l'on a appliqués dessus, et on lui propose d'abord de donner un antihistaminique, et ensuite, puisque l'antihistaminique ne marche pas, de donner un corticoïde. Et puis cet enfant, il est gardé par sa mamie, et toute la journée, la mamie dit, elle a dormi toute la journée. Et à 19h, elle ne se réveille pas. Et elle arrive aux urgences, avec cet œdème douloureux de l'hémiface gauche, on le voit là sur la reconstitution scanographique ici, avec une plage de nécrose que l'on ne voit pas, mais qui cliniquement était assez évidente, et un tableau manifeste de choc avec une tachycardie, une hypotension, des troubles neurologiques, un très gros syndrome inflammatoire, et des perturbations, des défaillances hydroélectrolytiques, rénales, coagulopathie, enfin un tableau assez cataclysmique, pour lequel on va rapidement faire un scanner qui retrouve donc une infiltration ici de la graisse sous-cutanée de l'hémiface, avec un épicissement des fascias, sans atteinte osseuse ou cérébrale ni thrombose veineuse. En gros, un tableau de fasciite nécrosante avec un choc au niveau de la face. Et une petite fille qui, en 5 heures, malgré une réanimation, décède rapidement en réanimation pédiatrique. Et secondairement, l'hémoculture va pousser avec un streptoa. Vous voyez, c'est un génotype M4, producteur des toxines SPEB, SPEC, SSA, SMES, c'est-à-dire les toxines du choc, on s'y attendait, et qui en plus avait une résistance aux macrolides par un mécanisme des flux MEF1. Donc un tableau très grave de fascie nécrosante, et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup auprès de nos étudiants, varicelle et éruption. Vous voyez là une varicelle à gauche
avec un gros placard inflammatoire, attention, il peut y avoir dessous une nécrose des tissus sous-cutanés, avec ici des plages de nécrose qui apparaissent, et vous voyez des délabrements dans le cadre des fascies nécrosantes, qui pourraient d'ailleurs être, ça a été prouvé, hein, qui sont favorisées par l'usage d'anti-inflammatoires, et on comprend que chez cet enfant, pour lequel on avait occlu les lésions, et pour lequel on a donné en plus un corticoïde, ça n'a certainement pas aidé à guérir son infection. Ok ? Donc si on regarde les données récentes des infections invasives à Streptoa, vous avez ici toutes les données nationales et focalisées sur le Streptoa. Vous voyez que le nombre de cas semble augmenter sur les dernières années, 2022-2023 en tout cas, avec en 2023 plus de 4000 cas, essentiellement des bactériémies et un petit peu de méningite. Et donc une alerte là en 2022-2023, vous voyez la courbe en trait plein augmentée d'infections à Streptoa. Ces infections dans cette année-là étaient essentiellement des infections qui touchaient des enfants de moins de 10 ans, vous voyez, avec une augmentation de 42% des cas, et des personnes très âgées, avec ici une augmentation de plus de 80% chez les personnes les plus âgées. Sur les données les plus récentes, à la fois les données des réseaux EpiBac, des laboratoires et des réseaux du CNR pour l'année 2024, eh bien, on va retrouver en 2021, 2022, 2023 les augmentations. Alors, les barres claires correspondent aux données EpiBac, les barres foncées correspondent aux données du CNR. Et vous voyez donc une augmentation, je l'ai mis ici, après la période Covid où il y avait eu moins de cas, comme beaucoup d'infections à ce moment-là, en tout cas d'infections de type respiratoire. Et bien là, vous voyez cette forte augmentation ici chez les adultes et ici l'augmentation également chez les enfants durant cette période-ci. Et puis pour l'année 2024, on voit une diminution à la fois chez les enfants et chez les adultes du nombre d'infections invasives. Mais quand on regarde un peu dans le détail, on voit que cette diminution concerne essentiellement les personnes de moins de 18 ans. Ici, la barre, la flèche orange. Je ne sais pas si ma flèche marche, moi je la vois ici, mais vous ne la voyez manifestement pas. Donc la flèche orange à droite. Alors que pour les personnes adultes, et en particulier les plus de 65 ans, il y a eu encore une augmentation qui a perduré en 2024. Donc une espèce de switch, si on pourrait dire, entre une pathologie qui touchait les enfants et les adultes, et qui semble s'améliorer chez les enfants, mais chez les adultes, avec une augmentation qui persiste. Lorsqu'on regarde qu'est-ce que sont les présentations cliniques de ces infections invasives, chez l'adulte ici, on voit que dans 42%, ce sont essentiellement des infections des tissus mous, majoritairement des sujets de plus de 65 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a encore quelques infections gynécologiques, 8%, mais c'est en diminution, et ces infections gynécologiques, vous le voyez, sont dans 50% des cas des infections qui surviennent en postpartum, peu de temps après l'accouchement, puisque le délai médian est autour de 3 jours après l'accouchement. Et puis, on voit des bactériémies isolées, là encore, avec des sujets de plus de 65 ans. La présence du choc toxique streptococcique est retrouvée chez 14% des sujets adultes et est associée à des infections nécrosantes des tissus mous, dermo-hypodermite nécrosante, des HN, et des infections pleuropulmonaires. Et tout ça a conduit à une létalité de 8%, mais qui augmente bien sûr à 27% en cas de choc associé à l'infection invasive. Les données pédiatriques, donc essentiellement des garçons, et vous voyez que ce sont souvent des petits-enfants, dans 39% des cas, qui présentent une infection ORL dans 26% des cas, donc ce sont des complications ORL à partir probablement d'une pharyngite, mais qui peuvent également entraîner des infections neuroméningées secondaires, puisque ces infections neuroméningées, c'est 8% de toutes les infections invasives pédiatriques à Streptoa, mais que quasiment la moitié sont secondaires à une infection ORL. Et puis on va retrouver également des bactériémies isolées, 21%, et des infections pleuropulmonaires qui sont en diminution, puisqu'elles représentaient 27% des infections invasives à Streptoa des enfants en 2022, et en 2024, 12% simplement. Le choc, 8%, létalité, 8% également, mais qui monte à 31% en cas de choc associé à l'infection invasive. Ces données du CNR sont corroborées par une étude purement pédiatrique, qui est la cohorte pédiatrique ISAI, où on va revoir l'augmentation des cas en 2022-2023, qui touche essentiellement des tranches d'âge jeunes, que vous voyez là, et qui s'associe donc à des infections ORL, ENT c'est infections ORL, pulmonaires, cutanées ou ostéo-articulaires.
Dans 27% des cas, on avait une infection virale qui avait précédé dans les 15 jours l'infection invasive à streptoa, c'est-à-dire que lorsque l'on fait une grippe, lorsque l'on fait une varicelle, on l'a vu, eh bien on va avoir un sur-risque d'avoir une infection à streptoa. Et dans cette cohorte, la létalité était de 3,5% des cas, avec 4% des enfants qui avaient également des séquelles. Si on se plonge maintenant dans un peu la bactériologie, qu'on regarde les clones qui circulent, on va avoir là encore des différences. Vous voyez, 2012-2024, l'épidémie, si on peut dire, de 2022-2023 est assez clairement liée à certains génotypes, que sont les génotypes M1 et M12, vous voyez là, avec pour cette année-là, un clone particulier qui est le clone M1 UK qui a circulé en Europe et qui a occasionné ce pic-là d'incidence. Et c'est aussi corroboré dans l'étude ISAI dont je vous parlais tout à l'heure, où on voit que chez l'enfant, dans 73% des cas, il s'agissait d'un clone M1, 50% de clone M1 UK et aussi de l'M12. Et puis pour la dernière année, eh bien, ce clone-là, enfin ce génotype M1 semble avoir diminué et le génotype M3 est apparu, ce qui est une donnée que l'on retrouve également un peu partout en Europe. Alors il y a quand même là encore des différences entre les enfants et les adultes. Vous voyez que concernant les enfants en bleu clair, là vous avez une certaine disparité de génotypes. On retrouve les M1, 3, 4 et 6 ici, et 12. Et puis là pour les adultes, eh bien, on a quelque chose d'un peu plus focalisé avec certains types, certaines souches de streptoa qui sont plus prédominantes chez les adultes. Et quand on regarde les associations entre les clones et la production de toxines, dont on sait que certaines sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, en cause dans la physiopathologie du choc, eh bien on voit que effectivement les souches M1 et M3 possèdent donc pour la plupart ces toxines, produisent ces toxines, et que effectivement dans les chocs toxiques, eh bien, ce sont ces génotypes qui sont particulièrement présents. On en a plus de ce génotype-là versus d'autres dans le cadre des chocs. Donc, certaines souches semblent être plus particulièrement en cause dans les chocs. Si on essaie de corréler la clinique et les génotypes, ben vous avez là, j'ai refocalisé sur M1 et M3, et vous voyez ici, en fonction de la clinique, ce qu'il en est. En ce qui concerne la sensibilité antibiotique des streptoa, cette sensibilité vis-à-vis des bêta-lactamines reste encore tout à fait bonne. La sensibilité est maintenue, heureusement, même si on a quelques souches qui peuvent avoir des mutations de la protéine liaison de la pénicilline. Le plus souvent, c'est tout à fait sensible. Il existe en revanche une résistance aux macrolides et plus largement une résistance à la clindamycine associée aux macrolides, qui varie selon le génotype, mais qui globalement est de l'ordre de 10 à 15%, plus importante dans les souches isolées chez les adultes que dans les souches isolées chez les enfants. Et le mécanisme de la résistance est variable. Vous voyez qu'il s'agit d'un mécanisme plutôt de type ERM, donc au niveau du ribosome, plutôt qu'un mécanisme des flux là. Et puis il y a de la résistance aussi au fluoroquinolone, mais c'est anecdotique, et de la résistance aux tétracyclines et au Bactrim, comme vous le voyez là. Ok ? Si on focalise sur le traitement pour les infections invasives à streptoa, donc le traitement reste les bêta-lactamines et particulièrement à l'amoxicilline, en se méfiant un peu des infections nécrosantes des tissus mous, puisque notamment chez l'adulte, elles peuvent être polymicrobiennes, et donc dans ce cadre-là, on va avoir une antibiothérapie un peu plus large, comme vous le voyez là. Et bien entendu, dans le cadre de ces infections nécrosantes des tissus mous, il est toujours, et même dans le cadre des abcès, qu'ils soient ORL ou pleuropulmonaires, il est toujours bon de drainer les collections pour pouvoir avoir une meilleure efficacité de l'antibiotique. La clindamycine associée à l'amoxicilline semble avoir, dans des données expérimentales et cliniques, une efficacité supérieure à l'amoxicilline toute seule. En d'autres termes, si on met les deux ensemble, on aurait, semble-t-il, une meilleure efficacité. Ce bénéfice semble quand même variable selon la forme clinique. Ça a été plutôt retrouvé dans les chocs et les infections nécrosantes des tissus mous, moins dans d'autres cas. C'est variable probablement en fonction de la gravité et des traitements associés. Et les études manquent de puissance pour pouvoir différencier ce qui est vraiment du domaine de la clindamycine et ce qui est du domaine de la prise en charge plus générale. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme il y a de la résistance aux macrolides, il peut y avoir aussi de la résistance à la clindamycine. Les alternatives peuvent être le linezolide, parce que là, il n'y a pas de résistance, et la rifampicine, par son action en particulier sur le biofilm qui est présent dans la physiopathologie des fascines nécrosantes, mais pour laquelle on a peu de données dans le cadre des infections invasives à streptoa.
À côté de l'antibiothérapie pour les infections invasives, la question des immunoglobulines polyvalentes peut se poser. Le principe en étant que ça permettrait d'augmenter l'opsonisation et la phagocytose, de neutraliser les toxines et d'avoir un effet immunomodulateur. Et on a quelques données, notamment des méta-analyses, qui nous font penser que dans le cadre des chocs traités par clindamycine, l'association à des immunoglobulines pourrait améliorer la létalité. On a du mal à extrapoler ça à d'autres infections parce qu'il y a des biais des études, des faibles niveaux de preuve. Lorsque on prescrit des immunoglobulines, la dose, le moment de l'administration reste imprécis, mais dans beaucoup de pays, elles sont proposées dans les formes graves, les fascines nécrosantes et les chocs, avec les doses que vous voyez là. Les autres mesures dans le cadre des infections invasives, ce sont des mesures de réanimation, de chirurgie pour les infections profondes. La prévention de la transmission va être importante, donc il y a des mesures environnementales que vous voyez là, je ne m'étendrai pas dessus, d'isolement des patients, et la question de cas secondaires peut se poser, et là encore on a quelques données. Vous avez ici les données britanniques qui montrent qu'un taux d'attaque d'infection secondaire J30 de 4500 pour 100 000 personnes années, avec un intervalle médian de 2 jours, donc très précocement après un premier cas, peut survenir un deuxième cas, essentiellement dans des situations particulières que sont les couples mère-enfant. La maman fait une infection puerpérale, l'enfant, le nouveau-né, va faire une infection invasive à streptoa, et aussi les personnes âgées dans le cadre d'une transmission intrafamiliale. Ces données ont été retrouvées dans le réseau ABC américain, vous le voyez au-dessous. Et puis, il y a quelques données aussi britanniques qui font penser qu'on a aussi un risque de faire une infection invasive lorsqu'on est en contact avec un sujet qui n'a pas une infection invasive, mais ici une scarlatine. C'est pas trop étonnant parce que la scarlatine, il y a aussi des toxines. Et donc on peut penser que si on acquiert le streptoa et que ce streptoa est producteur de toxines, on puisse faire quelque chose d'un peu grave avec ce streptoa. Et là encore, on retrouve des nourrissons et des personnes âgées. Tout ça conduit à penser la possibilité d'une antibioprophylaxie autour d'un cas pour limiter ce surrisque, mais les données d'efficacité sont extrêmement ténues, puisque vous voyez, quand on avait fait l'analyse au niveau du Haut Conseil, on avait trouvé une seule étude chez des SDF avec de l'azithromycine, c'est difficilement transposable en population. Mais il y a beaucoup de pays qui proposent une antibioprophylaxie. Si on la fait, elle doit être précoce, et elle peut reposer sur un certain nombre de médicaments antibiotiques, l'amoxicilline étant imparfaite pour l'éradication du portage, mais vous voyez qu'il y a d'autres médicaments qui ont des taux d'éradication meilleurs, ce qui a conduit le Haut Conseil à proposer en 2023 cette recommandation, donc de proposer une antibioprophylaxie dans les conditions qui sont marquées là, chez des sujets particulièrement à risque, et vous retrouvez là les nouveau-nés, les femmes enceintes, les sujets les plus de 65 ans, et les personnes qui vivent dans la précarité, ainsi que la varicelle, qui reste toujours quelque chose qui nous alerte beaucoup. Et cette antibioprophylaxie, plusieurs médicaments ont été proposés sans priorisation, mais j'aurais tendance à dire qu'on n'aurait peut-être pas très envie d'utiliser l'amoxicilline vu la moindre éradication en portage. Les macrolides, oui, mais il faut que la souche elle soit sensible, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et parfois, quand on a un délai très court, on n'a pas tout de suite l'antibiogramme, et puis éventuellement des céphalosporines que vous voyez là de première génération. Dernier point que je voulais évoquer, c'est la vaccination contre le streptoa. Donc plusieurs vaccins sont en cours de développement. Ils portent à la fois sur des vaccins qui visent à la protéine M, comme vous le voyez là, avec des vaccins à 26 ou 30 valences en développement, donc qui pourraient couvrir assez largement les différentes souches de streptoa, mais aussi des vaccins qui sont encore au stade animal ou en stade préclinique concernant d'autres protéines ou des combinaisons de protéines liées au streptoa, et on peut penser que peut-être à l'avenir pourrait se développer ce type de vaccin. Donc pour conclure, le streptoa, un polymorphisme clinique, infection superficielle, infection profonde, atteinte réactionnelle, inflammatoire, et puis la problématique des chocs. Les infections invasives, c'est 2 groupes d'âge, les enfants et les sujets âgés, avec des différences en termes de présentation clinique. Il y a de nombreux génotypes et ils sont variables. Et en termes de sensibilité, les bêta-lactamines restent encore un traitement de choix. Et puis l'antibioprophylaxie à laquelle il nous faut penser lorsque l'on est face à un cas d'infection invasive. Voilà.